Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 3 de Prospective urbaine, le podcast où entrepreneurs et décideurs politiques pensent ensemble la ville de demain. Alors pendant des décennies, nos villes ont été pensées pour la voiture. Aujourd'hui, elles doivent se réinventer face à l'urgence écologique, aux nouvelles attentes des citoyens et aux défis sociaux. La célèbre phrase de Baudelaire, « La forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels », nous invite à réfléchir. Si nos villes évoluent vite, qu'en est-il de nos habitudes et du lien humain ? C'est tout l'enjeu que nous explorons dans ce podcast Prospective urbaine. Pour en parler, nous recevons deux invités au parcours engagé, Alexandre Lacharme, entrepreneur, et Béranger Cernon, député. Messieurs, bonjour. Alors je vais commencer par une présentation de chacun d'entre vous. Alexandre, vous êtes un entrepreneur polyvalent, à la fois investisseur immobilier, auteur et business angel, spécialiste de l'investissement dans les parkings, sujet d'ailleurs de votre premier livre à succès, Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Vous accompagnez aujourd'hui une nouvelle génération d'entrepreneurs en réinvestissant vos bénéfices pour donner un coup de pouce à 10 projets par an. À travers votre parcours, vous portez une réflexion sur l'entrepreneuriat durable, l'autonomie financière et l'impact local des projets économiques, des thématiques qui résonnent pleinement avec les enjeux de la ville de demain. Vous voulez ajouter quelque chose, Alexandre ? Non, c'est parfait, merci. C'est bien. Très bien. Top. Et Béranger, vous êtes député de la 8e circonscription de l'Essonne. Vous avez bâti votre engagement sur le terrain syndical en tant que cheminot, conducteur du RER et secrétaire général CGT de la gare de Lyon. Votre parcours témoigne d'une défense constante des droits des travailleurs et du service public ferroviaire que vous poursuivez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu en 2024 et vous souhaitez inscrire votre mandat dans la continuité de vos engagements de terrain au service des salariés et des services publics essentiels à la fabrique de la ville de demain. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Parfait. Bon, messieurs, complet. Merci d'avoir accepté mon invitation et nous allons sans plus tarder commencer par la première question. Alexandre, vous avez écrit donc un livre qui s'intitule Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Selon vous, quel est l'avenir pour les parkings dans des villes qui visent moins de voitures ? Dans des villes qui visent moins de voitures, l'avenir des parkings, c'est de se réinventer. On ne met pas forcément une voiture dans un parking, on peut mettre des vélos. On peut mettre des vélos électriques, des vélos mécaniques, si je puis dire. On peut mettre des deux roues. Peut-être qu'on va pouvoir les transformer pour faire du stockage, si on arrive à changer l'usage. Après, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le parking doit se réinventer, effectivement, et on met pas systématiquement une voiture dans un parking. Donc ça doit être des lieux de stockage. Hormis ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire dans un parking. Il y en a qui veulent faire des studios de podcast dans des parkings. Bon, pourquoi pas. Ou c'était un parking ici, je sais pas. Non, pas mais je pense que le parking existera toujours, et puis s'il n'existe plus un jour, c'est comme ça. C'est pas grave, on fera autre chose. Ok, super intéressant. Béranger, vous avez fait votre carrière à la SNCF avant d'entrer à l'Assemblée. Comment votre parcours éclaire-t-il votre vision des attentes des citoyens ? J'ai eu la chance de voir, entre guillemets, les deux utilités du transport, c'est-à-dire l'utilité déjà première parce que c'était mon travail en tant que conducteur de train, mais aussi l'utilité en tant qu'usager puisque pour me rendre au travail et maintenant pour me rendre à l'Assemblée nationale, je le prends tous les jours. Donc ça me permet d'avoir ces deux corollaires, on va dire. Et puis on se rend compte aujourd'hui que la question des transports, elle doit être un atout dans le monde dans lequel on est, sauf que c'est plus un frein qu'autre chose parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits, qui posent question. Il y a eu un manque d'investissement aussi parce qu'on voit toujours ça comme un coût alors que finalement il y a un vrai bénéfice. C'est ce qu'on appelle nous les coûts induits, que ce soit sur le nombre de transports de personnes transportées ou le coût sur la question écologique. Et donc voilà, cette vision moi que j'ai de l'utilité d'un transport en commun tel que peut l'être le train, mais tel que peut l'être le bus ou encore le covoiturage, ces questions-là aujourd'hui elles sont au centre entre guillemets de l'actualité. Mais il y a aussi une certaine frustration parce que je me rends compte que beaucoup l'utilisent le train, ou en tout cas les transports en commun dans sa globalité, et finalement peu savent comment ça fonctionne.
Qu'est-ce qui a amené à avoir tel ou tel mode de transport? Qu'est-ce qui a amené à ce que ce soit telle ou telle société, et cetera. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu frustrant parce que des fois, on aime bien, taper toujours sur, une entreprise, notamment la SNCF, c'est facile. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a pas que ça. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet. Et donc du coup, avec mon œil entre guillemets de cheminot, voilà, j'arrive un peu à travailler sur ces sujets-là et aller un petit peu plus loin, quoi. Ça, c'est super intéressant. Effectivement, vous évoquez tous les deux là, le fait d'avoir des mobilités qui soient réinventées, des usages qui soient réinventés. Vous, Alexandre, selon vous, quelles sont les responsabilités que portent les entrepreneurs justement dans cette transformation des villes de demain? Bah, ils doivent s'adapter aux usages des utilisateurs. L'objectif, c'est de proposer un service. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, De il faut répondre à un besoin. répondre à un besoin concret. Et le business vient en second temps pour un entrepreneur privé, je trouve. Il faut répondre à un besoin et ensuite voir s'il est viable économiquement. Mais je pense qu'en premier lieu, de toute façon, il faut répondre à un besoin. C'est comme ça qu'on aura des clients. Donc il y a une démarche qui n'est pas uniquement auto-centrée sur son propre business. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, et ça c'est intéressant parce qu'on rejoint un peu cette vision-là sur les besoins. Quels sont vous, selon vous, Béranger, les besoins? Comment vous les percevez? L'évolution des attentes des usagers en termes de mobilité? Bah, les besoins en termes de mobilité, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus grands, de plus en plus importants. Le coût de la voiture individuelle aujourd'hui est devenu quand même assez élevé et du coup, bah, les transports en commun deviennent vraiment, bénéfiques. On se rend compte que, quand on regarde ce qui s'est passé, le mouvement des gilets jaunes, le sujet qui a déclenché un peu tout ça, c'est le sujet des mobilités justement. Et donc on voit que c'est au cœur des préoccupations. Et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que depuis, allez, une petite dizaine d'années, il y a un vrai changement de comportement par rapport à la réflexion qu'il peut y avoir sur les transports où, systématiquement dorénavant, la question écologique rentre en compte. Alors, elle reste encore très superficielle parce qu'on dit en gros, «Bon bah ça c'est écologique donc c'est bien». Bon, il faudrait creuser un peu plus quand même sur, la question de ce que c'est, qu'être écologique et comment on fait, et cetera, et cetera. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie, perception différente de la question de la mobilité. Et puis c'est aussi à nous un petit peu de provoquer les choses. On a Ça a été dit au tout début, on a beaucoup misé sur l'imaginaire de la voiture individuelle qui était, la liberté, qui était, possibilité de se déplacer partout, et cetera, et cetera. Bon, bah, aujourd'hui, le monde a évolué. On est dans un monde beaucoup plus contraint parce que l'urgence écologique, parce que, bah, le mode de vie fait que. Et donc la réponse, elle est les transports en commun. Et c'est super important de partir des besoins pour provoquer quelque chose. Parce que si on attend qu'il y ait, de la demande, qu'on fasse quelque chose et puis on se dit: «Bon, bah, ça va provoquer quelque chose, ça va provoquer de la demande, ça va provoquer je ne sais quoi», bon, bah, c'est le meilleur moyen d'avoir des P2I, ce qu'on appelle des projets, inutiles et imposés. Et on le voit, aujourd'hui, il y a des projets qui sont vieux d'il y a 30 ans, il faut les repenser. Il faut complètement les repenser. C'est pas parce qu'il y a 30 ans, c'était une bonne idée qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée. Et donc c'est là où on se rend vraiment compte de l'évolution de l'utilisation des mobilités, de la perception des mobilités et puis, bien évidemment de sa mise en place. Et effectivement, on reste sur l'idée vraiment de s'adapter. Et justement, question que je vais vous poser à tous les deux. Quelles sont, selon vous, les priorités clés pour rendre la mobilité urbaine justement plus durable et plus juste? Pour moi, les clés de la mobilité, plus durable et plus juste, déjà, c'est que ce soit accessible à toutes et tous. Aujourd'hui, que ce soit en termes de personnes qui soient en situation de handicap, visibles ou pas, c'est pas toujours le cas. Pour eux, la possibilité de prendre des transports en commun, c'est le fait aussi, d'avoir, bah, de l'accueil, de l'échange parce que, quand vous arrivez, dans une gare, c'est bien, mais si vous n'avez pas votre voiture à proximité, c'est comment vous faites pour continuer votre trajet? Parce qu'on va pas mettre, une gare devant chaque porte de garage. Ce serait compliqué. Ça serait compliqué et pour le coup, ça coûterait très, très cher. Et c'est comment on fait, en fait, pour qu'il y ait, cette multimodalité dont tout le monde en parle, mais personne ne veut, enfin, on a l'impression, en tout cas, que personne ne veut vraiment s'impliquer sur cette question-là. Vous faites un trajet avec plusieurs modes de transport, si vous n'avez pas, 5 applications qui prennent en compte, justement ces différents modes de transport, vous n'arriverez jamais à la bonne destination, quoi. Aujourd'hui, par exemple, pour faire la correspondance entre les horaires de bus et les horaires de train, mais c'est quasiment impossible. Donc, pour les personnes, bah, voilà, situation de handicap, ou en tout cas qui ont du mal à se déplacer, les personnes, bah, qui ont des enfants, bref, enfin, c'est très, très compliqué et ça amène pas finalement à utiliser ces transports en commun. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il faut qu'il soit, bah, à hauteur des besoins. C'est-à-dire que, moi je vois, par exemple sur mon RER, quand il y a plus de RER à partir de 22h30, enfin, si on m'explique qu'il faut se passer de la voiture, mais qu'à partir de 22h30 vous pouvez plus rentrer de Paris, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. Donc forcément, vous allez prendre votre voiture.
Donc voilà, C'est faut QFD. exactement, faut être, voilà et aujourd'hui, il y a des besoins, il y a plein de gens qui sont capables de calculer ces besoins et de donner des études hyper précises sur quels sont les besoins. Ah bah, c'est à nous d'y répondre, en fait, tout simplement. Très intéressant. Et vous, Alexandre, justement, même question sur ces problématiques de rendre la mobilité urbaine plus durable et plus juste. Moi, je trouve que c'est compliqué de circuler en Île-de-France. En voiture, c'est tout sauf une liberté. Alors si la voiture était une liberté, par exemple, il y a 50 ans, c'est un peu la publicité dans l'imaginaire collectif qu'on nous véhiculait. Mais aujourd'hui, c'est une grosse contrainte sur le plan du coût. Ça coûte une fortune. L'essence, le stationnement, je suis bien placé pour en parler. C'est extrêmement compliqué de stationner, de circuler, ne serait-ce que là où on est. Bon, moi, j'ai pris un deux roues. J'ai un deux roues électrique. Mais en voiture, ce serait impossible. Et après, les transports en commun, effectivement, il faut les améliorer, les moderniser, les rendre plus accessibles peut-être encore, s'ils ne le sont pas assez sur le plan financier. Je pense qu'il y a des améliorations à faire à ce niveau-là, c'est sûr. À ce niveau-là, bien sûr. Et alors, question plus sur... Mais pas qu'en Ile-de-France. Ah, pas Si je qu'en prends, par exemple, il y a plein de régions en France où les gens prennent leur voiture individuelle et continuent à le faire. Notamment le sud de la France, le sud-ouest, le sud-est, beaucoup. Je connais bien cette région. Le réflexe des gens, c'est de prendre leur voiture individuelle, indépendamment de toute considération écologique ou de bon sens d'un point de vue de l'autopartage. Les gens veulent leur voiture, donc c'est un vrai problème. Donc il y a aussi un travail de fond à faire sur le plan des mentalités. Je pense qu'il y a encore, contrairement à d'autres pays, les pays du Nord par exemple, où ils sont plus à même de prendre des transports et ça fonctionne parfois mieux. Je trouve qu'en France, notamment dans le sud de la France, c'est encore très compliqué. Est-ce que justement, c'est intéressant, c'est une question aussi que je vous posais à vous deux, est-ce qu'il y a des voyages qui vous ont marqué dans votre vie où vous avez vu des choses justement où vous vous êtes dit ah ouais ça pourrait être sympa de faire ça en France? Sur le plan des transports en Sur le plan commun. des transports, pas forcément en commun, mais sur le plan vraiment des mobilités en général. En Suède, je crois, ça fonctionne bien, dans les pays scandinaves d'une manière générale. J'étais même à Alicante en Espagne, ça fonctionne bien, pourtant c'est le sud de l'Europe. Mais je trouve qu'en France, les gens prennent leur voiture. Je sais pas ce qu'on a avec la voiture. Si elle fait d'écouter des podcasts, de la musique, de pas se mélanger, les gens qui veulent pas se mélanger entre eux, il y a encore beaucoup cette croyance-là. On prend par exemple Paris, les arrondissements de l'Ouest, du 16e arrondissement. Le 16e arrondissement, c'est l'arrondissement très bourgeois où il y a le plus de voitures individuelles. Pourquoi? Les gens n'ont pas envie de se mélanger, c'est un vrai sujet ça aussi. Ça c'est un vrai sujet. Et Donc vous, je sais pas. bien C'est vrai que la mobilité, c'est aussi vecteur de mixité sociale et C'est ça. c'est ça qui est aussi intéressant dans une société parce que, en effet, si c'est pour pas se mélanger et puis, en fait, chacun fait son petit truc et cetera, ça pose question. Après sur un modèle idéal, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis assez partisan de dire qu'aujourd'hui, on a un réseau déjà existant, on a des choses qui sont déjà existantes et finalement, on va pas réinventer les choses, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche et refaire un calque sur ce qui pourrait être fait ailleurs. Je pense que c'est à nous de nous adapter aussi à ce qui existe déjà et à l'utiliser à bon escient. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui sont finalement sous-utilisées, qui existent, qui sont en bon état, qui demanderaient certes un petit peu d'investissement, mais pas non plus des milliers et des cents. Et puis finalement, on se dit: «Oh, on verra ça plus tard» ou finalement on abandonne et puis voilà. Par exemple, le modèle suisse est très intéressant en termes de ferroviaire, mais ils ont aussi, des contraintes qui sont différentes des nôtres. Enfin, déjà, c'est beaucoup plus petit comme territoire, les mobilités sont différentes. Après, voilà, moi forcément avec la question du ferroviaire, j'ai beaucoup regardé ce qui s'est passé aussi en Angleterre où aujourd'hui il y a un retour en arrière, par exemple sur la question de l'ouverture à la concurrence, où on renationalise. Voilà, peut-être que c'est enfin, je pense qu'il faut s'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait pour, finalement prendre le meilleur et avoir le meilleur. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme travail de fond sur l'imaginaire, sur, ce qu'on voit, l'image qu'on véhicule à travers, justement la voiture individuelle versus le transport en commun et c'est vrai que dans notre imaginaire du transport en commun,
On a plus l'image du RER qui dégueule de monde et où il fait, une chaleur à mourir que de la voiture individuelle tranquillement avec sa petite bouteille d'eau, on est bien assis, on met sa Petite petite musique. musique. Voilà, c'est ça qu'on a non seulement à déconstruire, mais aussi à proposer parce que, c'est une réalité aussi. Les transports aujourd'hui, le RER D par exemple, il est pas climatisé, 600 000 voyageurs par jour. Il y a pas une journée où ça se passe, normalement, on va dire, et il y a pas des retards. Bon, bah, c'est clair que, au bout d'un moment, vous dites: «Putain, je serais vachement mieux quand même dans ma voiture, quoi». C'est vrai. Et justement, c'est intéressant. Selon vous, comment faire coexister innovation économique, écologique et sociale pour voilà, rendre la vie des gens un peu plus agréable. Donc en termes d'innovation, plutôt. Non, sur le plan des transports en commun, Sur le plan globalement il faut améliorer les transports en commun et que ce soit pas vecteur d'inégalité, comme on l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, le riche, il a sa voiture individuelle, parce qu'il peut payer l'essence, le stationnement, et puis s'il y a une petite rayure, c'est pas grave, même s'il a la franchise de l'assureur à payer. Et on a celui qui est un peu plus fragile, qui va être contraint de prendre le transport en commun, où il fait chaud, etc. Et je pense qu'il faut déconstruire ça dans l'imaginaire, améliorer aussi la qualité de vie des transports en commun, effectivement, avec des choses assez simples, climatisées, que ça fonctionne un peu mieux, quoi, même si c'est pas catastrophique non plus. Et comme ça, on aura tout le monde qui prend un transport en commun. Quand vous allez aux États-Unis, à New York, par exemple, les riches, les pauvres prennent le métro. On a le trader qui prend le métro avec le barista de chez Starbucks. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Alors que dans le RERD, c'est quand même très marqué socialement. C'est dommage. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et justement, Béranger, vous, peut-être plutôt à l'échelle locale, quelles évolutions vous attendez des collectivités locales ou même de l'État en général pour avoir une mobilité qui soit plus durable et qui convienne davantage? Moi, je suis très partisan d'un État stratège, c'est-à-dire que c'est l'État qui, voilà, qui, non pas qu'à la main, mais en tout cas qui est capable de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir améliorer les choses. Et après, bien évidemment, c'est aux collectivités aussi de faire état de leurs besoins et de la nécessité. Et juste un exemple pour revenir sur ce qu'on disait sur la mixité sociale et sur ce qui est un peu des choix qui sont faits qui posent question. Il y a par exemple en Île-de-France ce qu'on appelle le Charles de Gaulle Express. C'est un RER, qui va faire, du coup, Roissy, Gare du Nord. C'est 25 balles le ticket et à côté de ça, vous avez un RER B qui est, désuet, qui est pourri, alors qu'il est emprunté par des millions de voyageurs. Et là, très clairement, on voit que c'est un choix des collectivités qui pose question finalement. Parce qu'on est capable de faire des belles choses, c'est une évidence, mais on est capable du pire aussi en faisant ce genre de choses. Parce que là, pour faire du train de vitesse, enfin, on peut pas faire mieux, quoi. On peut pas faire mieux. Donc, c'est, voilà, c'est des choix stratégiques, c'est vraiment des choix stratégiques. Pour moi, la question de l'investissement, elle est importante, mais j'ai envie de dire, elle est presque en second plan. Parce que si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment améliorer les choses, on a les moyens de le faire. On a des gens, enfin, voilà, on a inventé le TGV, enfin, il y a un mec qui s'est dit: «Tiens, moi, je veux un train grande vitesse». Les gars, vous bossez dessus, paf. Je vais pas dire que c'est arrivé en un claquement de doigts, mais en tout cas, ils ont été capables de le faire. Si demain, on dit: «Voilà, aujourd'hui, les transports en commun, c'est devenu une galère. Comment on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que vous proposez?» On met des gens autour de la table, on les fait réfléchir. Moi, je suis persuadé qu'on peut sortir avec des trucs formidables. Donc voilà, faut se donner, en fait, la chance de y arriver. Faut qu'on travaille aussi ensemble. Les collectivités, elles ont tout intérêt à le faire, qu'on soit de droite, de gauche. Moi, ces histoires-là, je veux pas en entendre parler parce que quand on utilise les transports en commun, on se pose la question si on est de droite ou de gauche, on va les utiliser. Donc voilà, faut qu'on nous, les politiques, là, on fasse un peu un reset de logiciel, là, et qu'on réfléchisse de manière intelligente, ce qui est pas toujours Et simple, je pourquoi je c'est le si cache pas. compliqué alors sur ce sujet-là? Bah, aujourd'hui, ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'il y a jamais de thunes. À les entendre, il y a jamais de thunes, il y a jamais rien. Donc en gros, on vit avec ce qu'on a et puis on verra bien quand ça va péter, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que on a des vraies possibilités. Il y a des choses qui sont déjà sur la table et qui seraient tout à fait, possibles de mettre, quasiment du jour au lendemain en place et on le fait pas parce que on se dit que: «Ah ouais, mais bon, il y a peut-être moyen de faire moins cher, il y a peut-être moyen de trouver d'autres solutions», heu et ça peut pas fonctionner. Enfin, si on se donne pas, en fait, une réflexion à long terme et sans se poser la question de savoir, heu, combien ça va coûter, parce qu'on sait que ça va rapporter au bout du bout. Enfin, je veux dire, on l'a vu avec les autoroutes, heu, l'histoire, c'est quand même pas été très judicieux de la filer au privé, quoi. Parce qu'eux, ils font des bénéfices. Tu te dis: «Mais mince, enfin, on n'était pas capable, nous, de faire aussi bien, qu'eux?» Enfin,
Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et Et aujourd'hui, c'est ouais, cher, ils en font des bénéfices. tout, Ça augmente, hein. tout est une question de coût, toujours est vu comme un coût. Je vois, il y a par exemple les Serm. Les Serm, c'est Schéma Express Réseau Métropolitain. Donc en gros, ce qui existe sur Paris pourrait être décliné dans plein de métropoles en France. Quand Macron a lancé cette idée-là, il s'est dit, bon, allez, si j'ai 10 projets, ce sera le bout du monde. Aujourd'hui, il y en a 26 sur la table. Donc ça veut dire que les collectivités, elles sont vraiment en demande de ça, mais en plus qu'il y a des besoins qui sont exprimés parce qu'il y a eu des études de fait et voilà, le besoin, il existe. Maintenant, c'est comment on fait pour mettre ça en place, quoi. Et alors là, tout le monde se regarde, en chien de faïence. Bon, toi tu payes, ah bah, non, moi j'ai pas les moyens, puis je veux pas et puis franchement, ouais, les gars, il y a un moment, faut avancer, quoi. Faut avancer. Et ça, c'est intéressant. Béranger a parlé d'État stratège. Comment, Alexandre, vous visualisez pardon, le rôle de l'État, Bah, justement, ça dépend sur quel dans cette sujet. Moi, embrouille? moi, dans mon deuxième livre, je parle de finances personnelles, de budget. Et je dis que pour gérer ses finances, bon, l'État peut avoir un rôle, mais il faut aussi ne pas compter uniquement sur un État-providence, parce qu'il faut aussi s'occuper de ses finances personnelles, apprendre à épargner. Après, c'est du bon sens. Apprendre à épargner son argent, s'occuper de ses finances personnelles, parce que si on se repose uniquement sur l'État, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est le sujet de mon deuxième livre. Mais moi, je suis pas contre un État interventionniste. Je pense que l'État doit être fort, doit reprendre un certain pouvoir, une autorité, une unité dans les actions et le discours aussi. Et bien évidemment, qu'il doit montrer la voie. Je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense que si l'État est fort, ça va donner aussi une confiance aux Français, et les Français auront envie aussi d'aimer la France, de respecter la France, hein, parce que le non-respect de la France, ça coûte cher. Et du coup, ce sera vertueux. Mais je pense que c'est à l'État de montrer l'exemple. C'est ça ma vision aujourd'hui. D'aider les Français, de montrer l'exemple, et ensuite, après, à chacun aussi de se responsabiliser. Mais je pense que ça peut pas être le foutoir où chacun se débrouille, ça fonctionne pas. Mais il faut un État qui reprend les rênes et qui a un discours clair, en fait. C'est ça qui est compliqué. On le voit là, par exemple, pour ce sujet-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à un truc en plus. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bah, on leur dit qu'est-ce que c'est que la France? Ils sont incapables d'expliquer finalement ce que c'est que la France, ce que ce pays est capable de faire ou quoi aux caisses. Parce que justement, on a une perte de poids de l'État finalement. Alors bien évidemment, il faut pas qu'il contrôle tout parce que hein, on connaît la dérive inverse, mais il y a un besoin. Enfin, je veux dire, la question des services publics, si l'État n'est pas capable de les gérer, de les mettre en place et de les mettre en œuvre, qui va le faire? Personne, personne. Et c'est aujourd'hui toute la question finalement qui est posée sur la table, c'est quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle voilà, d'un président de la République avec son gouvernement sur la question des services publics essentiels? Quel est leur poids? Quelle est leur direction? Quelle est leur stratégie? Et étant donné qu'il y a pas de stratégie, il y a pas de direction et que, ça part dans tous les sens, bah, on peut pas s'attendre à ce que les gens n'aient pas une réaction, bah, similaire finalement. Donc on voit que finalement tout est lié, tout est imbriqué et c'est vrai que la question: «Qu'est-ce que la France pour toi?» Un jeune aujourd'hui, je pense qu'il y a 40-50 ans, je pense qu'on était beaucoup plus sur, bah, c'est un héritage du Conseil national de la Résistance, ça s'est fait machin, ça s'est fait truc. Aujourd'hui, tout est en délitement donc forcément il y a plus de repères. Je suis d'accord. C'est comme à l'école. Si vous avez un professeur qui est mauvais, qui se fait pas respecter et qui a un cours bordélique, bah, il y aura une classe bordélique. Point. Simple. Mais non, mais c'est C'est vrai. La vie est simple et basique en fait. du bon sens à avoir, hein. C'est les choses sont claires, les solutions, tout pareil et c'est vrai que, bah, voilà, c'est de l'exemple, C'est la mise en œuvre. elle est parlante et en plus, je pense qu'elle parle à tout le monde, quoi. Ça, l'école, ouais. Ça, c'est clair que je pense qu'on l'a tous connu, ces cours. Et justement, c'est intéressant. Est-ce que peut-être que revitaliser le tissu économique local, est-ce que ça peut être aussi une solution pour justement faire en sorte que les choses aillent mieux? C'est évident. Il y a, plusieurs années en arrière, on a tout misé sur les grandes villes en se disant, voilà, on met tout dans les grandes villes et puis, les gens viendront, travailler dans ces grandes villes et repartiront le soir pour aller chez eux. Bon, déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce modèle-là est arrivé au bout du bout et est arrivé à saturation.
parce que c'est devenu un enfer de circuler dans ces grandes villes. Et on a l'exemple avec Paris, mais on peut prendre l'exemple avec Marseille, on peut prendre l'exemple avec Toulouse qui est en pleine explosion démographique. Bref, il y a aussi le fait que on a aujourd'hui des villes dortoirs, on a des territoires qui sont complètement déserts parce que d'habiter loin, c'est bien joli pendant un temps, mais il y a un moment où on n'a plus le temps en fait. Donc si on passe 1 heure ou 2 heures pour aller au travail, c'est 1 heure ou 2 heures de perdu finalement pour des loisirs, pour passer du temps avec sa famille, et cetera. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le changement des mentalités, le fait d'avoir du temps libre, c'est quelque chose aussi qui est recherché. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les jeunes générations. Et donc, oui, il faut repenser autrement aussi le monde du travail. Il y a la question du télétravail où on se rend compte que, avec le Covid, ils n'avaient pas eu le choix. Donc, ils l'ont mis en place. On a beaucoup de retours là où visiblement les entreprises resserrent les boulons et disent finalement le télétravail c'est fini. Et qu'on nous montre finalement que le télétravail n'a pas été bénéfique. Moi, je ne suis pas pour un 100% télétravail parce que je pense que le travail, le monde du travail, c'est aussi un vecteur de lien social et un vecteur de mixité sociale. Donc il y a besoin d'avoir un lien quand même avec le monde de l'entreprise. Mais peut-être pas tous les jours. Enfin voilà, il y a tout ça à repenser et en effet, le fait d'avoir des emplois à proximité ça permet derrière d'avoir des commerces de proximité et ça permet d'avoir une vie, voilà, une vie de village plutôt que d'avoir une grande métropole où finalement personne ne se connaît, personne ne se parle. Moi je suis effaré, je suis toujours, enfin pas effaré, mais surpris qu'il y ait des gens, ça fait 30 ans qu'ils prennent le même train tous les jours et qu'ils se connaissent pas. Ça me paraît complètement invraisemblable et pourtant c'est la réalité. C'est vrai que ça a arrêté. Alexandre, vous, votre vision sur justement créer du tissu social en localité, plus forcément raisonner comme Béranger l'a dit sur des logiques de grandes villes. Ce serait bien, effectivement, hein, parce que tout est beaucoup à Paris, tout est beaucoup centralisé à Paris, malheureusement en France, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui a plusieurs villes fortes. C'est important de redynamiser les campagnes aussi, hein. Je suis originaire de par mon père de la Nièvre, en Bourgogne. C'est dramatique, il n'y a plus de boulot dans plein de petites villes. Une fois que l'usine ferme, c'est terminé. Donc je le vois, moi je le constate ça, quand je vais là-bas. Donc non, effectivement, il faut redynamiser économiquement le travail et puis créer de la cohésion entre les gens. Je pense que moi, un des vrais problèmes, c'est qu'il n'y a pas les gens ne se parlent pas trop entre eux, entre milieux sociaux, etc. Moi, je côtoie des milieux sociaux très différents. Et je vois une espèce de défiance entre les gens. Et je pense que l'ignorance en fait de l'autre, c'est ça qui crée beaucoup de choses, quoi. Et je trouve que la société est de plus en plus violente. Et on voit ce qui s'est passé à la suite de la Ligue des Champions, quoi. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu même lors de France 98, quoi. La Coupe du Monde, les gens fêtaient la victoire. Là, il y a une victoire et ça va dans tous les sens, quoi. Il y a eu aussi des débordements lors de la fête de la musique. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais je trouve que les gens se parlent pas, font pas un pas l'un vers l'autre, et ça crée beaucoup de défiance, un manque d'unité aussi derrière le drapeau français, et ça, je pense que ça coûte beaucoup d'argent à l'État, ces histoires-là. Ça fait perdre beaucoup de temps aussi. Il y a aussi ça. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de se regrouper, de se dire on est sous le même drapeau, on a une situation qui est telle, on est très endetté, il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Quelle est l'histoire de la France ? C'est un grand pays, la France. C'est une grande histoire, mais les gens ne le savent pas, quoi, aujourd'hui. Donc, les jeunes, ils sont sur leurs écrans et ils veulent consommer, ils regardent trop les États-Unis et du coup, ils oublient beaucoup de choses. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et être fier de nous aussi, de ce pays-là, et comprendre nos forces et prendre confiance en nous et discuter ouvertement. Et comment on pourrait faire en sorte que les gens se parlent plus ? C'est un peu la question. Ça doit se passer aussi à la maison. Je pense qu'il y a un gros travail d'éducation aussi. Je pense qu'à la maison, il se passe beaucoup de choses. À la maison, on n'a pas forcément la chance d'avoir les deux parents, quoi, mais il faut déjà que les parents soient convaincus de la chose. Donc il y a un travail à la maison, et puis après l'État aussi doit montrer l'exemple, doit faire en sorte que moi je suis pour la mixité. Je suis pour que les gens se parlent, pour que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'a construit en tant qu'entrepreneur, en tout cas. J'ai des amis de tous milieux sociaux. Je trouve ça très triste quand je vois des gens, par exemple, je connais bien le monde des startups,
j'ai pris beaucoup de distance avec ce monde-là. Parce que la première chose que les gens me disent quand ils se présentent, c'est je sors de Polytechnique, HEC, l'ESSEC, je m'en fiche, moi. Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez prouvé, humainement, comment vous êtes, quel est votre comportement. Et je m'en fiche, moi, qu'il y a un diplôme prestigieux. Et c'est tout de suite très marqué, en fait, sociologiquement. Et ça me pose un problème. Donc on a cet héritage français aussi des élites, et je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà. L'élite académique, ça peut être bien sur certains aspects, mais je pense qu'il faut... on n'a plus besoin de ça, c'est pas ça qui va nous solutionner les problèmes, je pense. Ça, c'est intéressant, Béranger, pareil. Selon vous, comment on pourrait faire pour que les gens se parlent plus entre eux? Vous parlez du train, que les gens prennent le même train. Comment on pourrait Je pense faire? qu'il y a l'arrivée des réseaux sociaux a été tellement rapide et tellement intense finalement on a loupé quelque chose. Euh, alors, on a loupé quelque chose parce que déjà on n'a pas su s'en imprégner entre guillemets, c'est venu très très rapidement. On n'a pas su non plus cadrer les choses. Moi, quand j'entends les débats, les discussions qu'il peut y avoir, euh, d'ailleurs à l'Assemblée nationale, il y a une commission d'enquête par rapport à l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux avec les influenceurs et tout ça. Bon, quand on voit les réponses qui peuvent nous être faites par ces gens-là, ça fait peur, quoi. Parce qu'on se dit qu'ils ont aucune conscience, qu'ils en ont rien à foutre, alors qu'ils impactent des millions de personnes. C'est ça qui est dramatique. Il y a le côté éducation nationale, parce que c'est quels moyens on donne à l'école, finalement, pour appréhender aussi tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on a des rythmes scolaires qui posent question. Est-ce qu'il y a des espaces de discussion pour les enfants? Je suis pas sûr. Euh, la dernière fois, les enfants ont fait une minute de silence. Suivant les endroits, il n'y a pas forcément de discussion sur pourquoi on a fait cette minute de silence et comment on en est arrivé là. Et c'est ça aussi, les enfants, je pense qu'ils ont besoin de parler. Et puis, il y a aussi la question de l'implication des parents dans la vie éducative de leurs enfants, où là aussi, il y a besoin de réinventer des choses, de repenser les choses. Parce que ceux qui nettoient nos bureaux à 4-5 heures du matin, on se doute bien qu'ils peuvent pas être et en train de nettoyer le bureau et en train de lever leur gamin pour l'habiller, le laver et l'envoyer à l'école. Et puis, quel est le lien qu'on est capable aussi de mettre en place entre l'école et les parents? Parce qu'il y a cette question-là aussi qui est fondamentale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont un regard très différent sur l'école. Imaginent que l'éducation de leur enfant va se faire à l'école, alors que c'est pas le cas. Ça doit aussi se faire à la maison. Et puis, ils se disent que l'école, ça n'a pas été forcément fait pour eux, ou qu'ils en ont pas un bon souvenir, et que du coup, eh ben, ils vont pas faire l'effort de passer la grille et d'aller voir un peu le professeur, discuter avec lui, voir s'il leur a des difficultés, etc., etc. Et ça, c'est aussi une question qui est cruciale. Et je pense qu'une fois qu'on aura réussi déjà cette première phase, on va dire entre guillemets, et ben, les gens vont se reparler, vont re-aller, oser aller vers l'autre. Mais pour moi, il y a vraiment cette question des réseaux sociaux et de l'influence des réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai vu des trucs absolument dégueulasses, par exemple, sur la fête de la musique. On est au centre de Paris et en gros, au centre de Paris, c'était un peu, les banlieues qui venaient, à Châtelet, faire la fête de la musique et cetera et puis, les autres, les bien blancs, ils étaient, à d'autres endroits dans Paris. Enfin, quand vous êtes jeune, que vous voyez ça, enfin, je me dis: «Mais c'est dégueulasse, quoi». C'est dégueulasse et du coup, qu'est-ce qu'on donne comme perspective à ces jeunes-là? Si on les enferme déjà tout de suite et on les catalogue, bon franchement, ils ont pas Ça, envie de créer du lien, quoi. j'ai Voilà. vu ça aussi. C'est, Et la violence des commentaires aussi sur les réseaux sociaux. Quand on ouvre X aujourd'hui, qui est très peu censuré ou pas du tout quasiment, hein. Elon Musk n'a pas voulu mettre trop de censure. On lui demandera. Quelle violence il y a sur les commentaires. Je trouve que la société, elle est de plus en plus violente, même à travers les mots, hein. Mais j'avais pas le souvenir que quand on était jeune, c'était comme ça. C'est vraiment très très dur, très très violent. Et je trouve, de mon point de vue, moi je fais pas de politique, mais c'est vraiment Pas encore. mon expérience et ma vision. Je trouve que les gens se parlent de moins en moins et se détestent de plus en plus et se regardent en chien de faïence, quoi, de plus en plus. Et c'est vrai que
les gens s'opposent, quoi, hein, sur le plan des religions, sur le plan du milieu social, etc. Et les réseaux sociaux sont le miroir, en fait, de cette violence latente. Mais après, bon, pour le sujet des réseaux sociaux, je sais pas trop comment on va pouvoir entacher enrayer la machine, puisque c'est quelque chose qui est très développé mondialement. Et c'est vrai, c'était assez lunaire, en fait, les audiences que j'ai vues à l'Assemblée. Mais je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ce format-là. Alors, je pense que ça a été vu comme par une partie de l'opinion et j'allais dire des prévenus, c'est pas un jugement, hein, mais des auditionnés, comme un jugement, en fait. Ils se croyaient au tribunal, donc ça a été un peu mal vu, mal perçu par eux. Ils se sentaient jugés, en fait, alors que c'était pas l'objectif. Donc je pense qu'il y a eu un problème de perception, peut-être de communication là-dessus. Mais c'est vrai que les réponses, c'était à l'image de la société aujourd'hui, quoi. Donc ça a du bon, les réseaux sociaux, hein. Moi, ça me permet de vendre des livres, ça permet de faire beaucoup de choses, mais c'est aussi un raccourci dangereux, quoi. On le voit, les changements d'habitude dans les transports. Aujourd'hui, vous prenez le train, enfin, les gens qui sont pas sur leur téléphone, ça se compte sur les doigts de la main. Ouais. Doigt d'une main même. Voilà, tout le monde a son nez dans le téléphone. Alors que, ils pourraient profiter du paysage, ils pourraient parler à leurs voisins, ils pourraient Réfléchir, on prend plus le temps de réfléchir. Et c'est la réflexion qui permet d'être créatif, qui permet de vouloir s'engager politiquement, qui donne envie de créer une entreprise, qui donne envie d'écrire un livre. En fait, c'est le fait de s'ennuyer, ce que faisaient nos parents, quoi, nos grands-parents. Quand on s'ennuie, on a des idées, on a dit, ah tiens, je pense à ça. Et le problème, c'est que les jeunes, ils ont l'info qui vient en permanence. Donc du coup, ils consomment, ils réfléchissent plus. Et si on a à la tête de notre pays des politiques qui ils font passer des choses facilement, en fait, parce qu'ils sont lobotomisés, en fait, les jeunes. Mais il y a un vrai truc. Et où est-ce que ça va aller, ça, je sais pas, hein. Mais il faut qu'il y ait un sursaut, quoi. Et justement, on parle de réseaux sociaux, il y a un nouveau bouleversement, hein, qui est en train d'apparaître avec l'intelligence artificielle. Ouais. C'est quoi, je vous poserai la question à tous les deux, hein, c'est quoi votre vision, vous, sur l'IA? L'IA, d'un point de vue individuel, je trouve ça utile. Enfin, moi, je l'utilisais pas du tout, mais là, je l'utilise pour raisonner sur mon téléphone. Ça permet de gagner du temps, de corriger des fautes quand on n'a pas été ami avec le Becherel longtemps, bien de faire des emails ou des posts LinkedIn, etc. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur que ça remplace des métiers. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Les gens qui sont pas... tous nos seniors, nos anciens qui sont pas acculturés au smartphone, etc., comment on va faire avec eux? Parce qu'il ne faut pas les enterrer trop vite, hein. 60 ans, 65 ans, c'est pas la fin de la vie. Moi, je trouve ça une opportunité, mais ça me fait un peu peur aussi. Ça me fait un peu peur. Je trouve qu'on est dans un milieu trop technique, trop ingénieur en France. Ça, c'est mon point de vue, mais faut revenir à des choses plus humaines, quoi. Donc, je sais à quelle sauce on va être mangé avec l'IA. Donc, j'ai peur pour pas mal de métiers. Ouais. C'est intéressant, vous, votre vision, vous, Béranger? en fait, ça va être qu'est-ce qu'on va en faire de cette intelligence artificielle? Parce que voilà, je pense qu'il peut y avoir des vrais bénéfices. Ça va très vite, ça apporte des réponses plutôt justes, etc. Mais inversement, ça peut aussi manipuler très facilement l'opinion. En effet, il y a des métiers qui vont disparaître si on met pas le haut là et si, par exemple, c'est un truc tout bête, mais j'ai pas mal discuté avec des gens issus du milieu du cinéma qui me disaient, par exemple, le doublage des voix avec l'IA, c'est fini. Ce métier-là n'existera plus. Et je trouve que déjà qu'on se parle pas, on va perdre mais le peu d'humanité en fait qui restait en nous et on va devenir complètement, enfin, je vais le dire crûment, mais on va devenir complètement con en fait. Il y aura plus, on va plus être amené à réfléchir de manière spontanée. On va plus être amené à faire l'effort de recherche et finalement on va devenir mais idiot. Enfin, aujourd'hui sur le téléphone avec X, vous tapez Grok, est-ce que c'est vrai? Il vous donne la réponse. Avant tu allais chercher, tu réfléchissais. Maintenant tu fais plus cet effort-là. Alors si ça te fait gagner du temps et que ça te permet de faire autre chose et d'avoir du temps libre, pourquoi pas? Mais non, en fait, tu te rends compte que c'est la machine infernale, en fait, quoi. Et je trouve que, ouais, l'humain, c'est quelque chose de magnifique avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et je pense qu'il faut garder aussi ces défauts-là. L'IA va gommer tout ça. Et finalement, ça va être le pire des défauts qui va ressortir, c'est-à-dire qu'on sera plus,
une unité, voilà, on fera plus corps les uns avec les autres et ça va complètement exploser, tous les modèles sociaux qu'on pouvait, connaître. Ça va exploser, enfin tout ce qu'on connaissait finalement et je pense pas que ça soit, dans l'intérêt commun surtout. Je pense que certains vont s'en tirer parce que l'intérêt individuel, malheureusement prime beaucoup plus que sur l'intérêt commun et l'IA va pousser ça jusqu'au bout du bout du bout de ce qu'elle pourra faire. Je suis d'accord. Après, il y a deux choses, hein. C'est soit on se dit, est-ce qu'on peut enrayer la machine? Mais je pense que c'est compliqué parce que c'est bien implanté et c'est drivé par Hors de France au départ. Ou est-ce qu'on s'adapte? Mais je pense que la société, elle change et elle devient de plus en plus individualiste et libérale. C'est comme ça que c'est la tournure que ça prend. Donc du coup, j'ai discuté avec un ami justement de ça, qui me disait j'aimerais que la France revienne à ses valeurs, etc. C'est vrai, j'entends ce point. Mais il y a un moment, on se dit, est-ce qu'on va mettre notre énergie en se disant, on veut revenir à quelque chose qui nous échappe par la force des choses? Ou est-ce qu'on prend l'existant et on se dit, ok, comment on peut corriger le tir tout de suite en essayant d'améliorer les choses? Donc c'est deux visions. Mais en tout cas, faut qu'on tranche. Et justement, est-ce que, typiquement, vous évoquiez le fait que potentiellement des métiers vont disparaître. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement trouver une certaine forme de polyvalence pour se doter de nouvelles compétences qui seraient complétées notamment par les nouvelles technologies et donc forcément trouver peut-être une nouvelle manière de travailler? Mais peut-être, mais après, l'éducation nationale, l'IA, elle n'est pas développée. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont professeurs des écoles, ils parlent pas d'IA. Donc, ils n'utilisent pas eux-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a un travail aussi de l'éducation nationale pour... ça va coûter de l'argent, mais pour acculturer les jeunes générations à l'IA, poser les limites aussi. Poser un cadre, parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de cadre. C'est ça qui m'inquiète. Il n'y a aucun cadre. Donc poser un cadre, expliquer ce que c'est, en quoi c'est dangereux, en quoi c'est bien, d'où ça vient, qui a créé ça, dans quel but. Faut soulever des couvercles. Je pense qu'il faut encadrer les choses et il faut en parler. Donc si on considère que ça peut être un outil, il faut qu'on l'intègre, mais pas qu'on en ait peur et qu'on l'occulte. Sinon ça va nous repéter dans la figure. Et vous branchez sur cette vision de polyvalence? Après, c'est toujours pareil en fait. C'est parce qu'on l'a vu, alors pas avec forcément l'intelligence artificielle, mais par exemple la mécanisation qu'il y a pu y avoir à une époque, la robotisation, ça a supprimé énormément d'emplois et on se rend compte que finalement ça n'a jamais été entre guillemets compensé. C'est-à-dire que pour autant on n'a pas réduit le temps de travail, pour autant on n'a pas non plus pris ça en compte. Ça peut être tout con, mais dans les cotisations sociales, parce que mine de rien, bah, moins vous avez de gens qui travaillent, moins il y a de cotisations, donc moins il y a de prestations, voilà, qui sont derrière. C'est tout ça à penser et puis en effet, je pense que, la question, de l'appropriation de ces outils-là, elle passe en premier lieu par les «jeunes générations» entre guillemets. Les plus anciennes, elles vont essayer de faire avec les difficultés qu'elles vont rencontrer, mais bon, voilà. Mais les jeunes générations, on va leur donner les trucs, clés en main, ils vont avoir ça du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'en fais? Enfin, j'ai appris à lire, j'ai appris à faire des mathématiques, j'ai appris, voilà, tout un tas de choses. Bah, demain avec l'IA, je tape, mon truc et je l'ai tout de suite, en fait. Donc à quoi ça a servi finalement tout ce que j'ai appris? Et là, il y a un grand vide. C'est vrai que c'est une question assez intéressante. Et justement, effectivement, on parle d'IA, de grandes entreprises un peu hors de France, etc. Comment on pourrait faire en sorte d'avoir une coopération efficace entre acteurs publics et privés pour justement faire avancer, que ce soit les mentalités ou les usages, selon vous, Alexandre? Acteurs publics et privés, ils Donc, fournissent de l'IA? de l'IA ou toutes les nouvelles technologies un peu dont on parle. Comment on peut faire que ça fonctionne ensemble? Comment on fait coopérer l'État et une entreprise style, par exemple, comme Mistral ou... Bah, Mistral est subventionné, non? Un petit peu. Je pense, pense. à mon avis. Il faut... pour moi, il faut communiquer auprès des Français, en fait. Je veux dire... pour moi, on est laissé dans un espèce de vide, un no man's land, avec nos téléphones dans la main. Là, c'est catastrophique. Il faut que l'État a intérêt pour être compétitif, effectivement, à subventionner éventuellement des acteurs. Je crois que c'est déjà le cas, à voir si ça va être rentable. Hein. C'est un autre sujet. Mais
On a vu ce que ça a donné avec la Startup Nation. Je pense qu'il faut qu'ils avancent main dans la main, mais il faut aussi que nous, ça redescende et qu'on comprenne de quoi il s'agit, quoi. Il y a encore beaucoup de gens moi je vois encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas l'IA, qui comprennent pas, qui rejettent, etc. Donc c'est pas clair cette histoire pour moi. Donc selon vous, c'est une histoire de communication? Pour moi, de communication, d'appropriation effectivement par les jeunes générations, de clarté. Pour moi, c'est pas assez clair en fait le discours. Pour moi, il n'est pas clair. Il faut qu'il y ait un discours clair, qu'on comprenne de quoi il s'agit et que ce soit très très présent. Je ne sais pas comment c'est à l'étranger, comment l'IA, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé aux États-Unis, mais je ne sais pas comment eux voient l'IA dans la société, si c'est plus développé, etc. Je pense que oui. Mais il faut qu'en France, on arrête d'avoir des résistances. On a des gens qui sont non, oui, etc. Il faut tous qu'on se mette autour d'une table et qu'on soit très clair. Je pense qu'il y a trop de friction. Ça, c'est intéressant. Et justement, vous, Béranger, sur cette vision de la communication, comme le disait Alexandre, est-ce que selon vous, entre acteurs privés et publics, c'est ça ce qui manque? Je pense que ça manque énormément. C'est quel est le but finalement de l'intelligence artificielle, de son développement? Qu'est-ce qu'on va chercher à travers voilà, cette nouvelle technologie, entre guillemets? Et puis, en effet, est-ce que, du coup, on accepte qu'elle fasse partie de la société aussi? Moi, quand j'entends certaines personnes qui me disent, «Ah bah ouais, mais ça a dû être écrit par ChatGPT» ou je sais pas quoi. Bah ouais, mais en fait, ça fait partie de la société. Donc on peut pas dire d'un côté: «Ah, l'intelligence artificielle, c'est super, il y en a partout» et cetera, et de l'autre dire: «Ah ouais, mais ça, non, non, ça je prends pas parce que ça a été fait par l'intelligence artificielle». Enfin, voilà, c'est finalement, quel est le but? Parce que si c'est pour la développer et puis finalement dire: «Bah non, j'en veux pas parce que je sais pas quoi», quel est l'intérêt? Par contre, si on se dit: «Bah tiens, voilà, là, il faut mettre le paquet pour, voilà, développer, telle intelligence artificielle, que ce soit sourcé et cetera, et puis pour aboutir finalement à un «beau produit» entre guillemets», bon, bah là, c'est complètement différent. Mais c'est sûr que son appropriation, si l'État ne n'investit pas dedans, Heu, bah, déjà, la souveraineté nationale, elle n'existera plus à travers l'intelligence ar déjà aujourd'hui, on se pose la question de savoir vraiment la souveraineté nationale, ce qu'il en reste parce que, voilà, c'est un peu parti en déliquescence l'histoire. Demain avec l'intelligence artificielle, bah, il y aura plus rien. Alors là, franchement, tout sera fondu, dans le truc et on sera complètement dépendant, bah, voilà, de grandes sociétés étrangères avec, toute l'ingérence et l'influence que ça peut avoir. Potentiellement, effectivement. Et alors, pour revenir peut-être sur des sujets plus de mobilité, est-ce que vous pensez potentiellement que ces nouvelles technologies peuvent améliorer le service qui est rendu aux citoyens en termes de transport, de mobilité? Par exemple, dans la maintenance, on a ce qu'on appelle la maintenance prédictive. C'est-à-dire que, le train peut anticiper, l'arrivée d'une future, enfin d'une grosse panne en tout cas. Donc ça peut être très intéressant. En effet, l'intelligence artificielle là-dessus, elle est vraiment bénéfique. Maintenant, c'est pareil, il faut que ça fonctionne parce que quand ça fonctionne pas, après, peut se poser aussi la question, évidemment sur, bah, les réparations, sur, enfin, on voit avec nos voitures, hein, aujourd'hui on pose une valise, hop, vous savez ce que la voiture elle a. Bon, alors c'est contraignant parce qu'avant on faisait de la mécanique nous et aujourd'hui on est obligé d'aller au garage. Mais en attendant, voilà, ça permet quand même d'avancer beaucoup plus vite et d'avoir un diagnostic, on va dire, entre guillemets «fiable». Donc oui, il y a un vrai bénéfice. Par contre, moi, quand je vois l'investissement qu'il y a pu y avoir, alors aujourd'hui, visiblement, ils ont un peu levé le pied sur le train autonome ou ce genre de choses. Quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt d'avoir un train sans conducteur de train? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des accidents ferroviaires? Non, en tout cas pas de responsabilité humaine parce qu'il y a des systèmes de sécurité qui font que bon, bah, alors qu'est-ce qu'on va aller investir des centaines de millions d'euros là-dedans? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire de cet argent-là? Est-ce que, il y aurait, vraiment un bénéfice, heu, incommensurable, si ce n'est, celui d'économiser, du personnel? Oui, Voilà, encore un conducteur, ça va. voilà. Et vous, Je sais pas Alexandre? pourquoi on fait ça, mais c'est peut-être pour l'image, pour se faire mousser ou pour l'image de la Ouais. France. Je pense que c'est ça, hein. C'est une question d'ego. Ça drive beaucoup de choses, l'ego. Et selon vous, Mm. les technologies d'IA ou nouvelles technologies qu'on va voir apparaître dans les années Non, futures sur non. la question de la mobilité, est-ce que ça peut améliorer, vous, selon vous, le service qui est rendu Ça peut aux tout citoyens? améliorer, l'IA. Ouais, la mobilité, bien sûr, mais ça peut tout améliorer, l'IA. C'est notre meilleur et notre pire ennemi.
C'est ça, je pense, en fonction de comment il est utilisé. Donc non, bien évidemment, ça, d'un point de vue prédictif, ça va pouvoir améliorer les choses, comprendre aussi quelles sont les évolutions démographiques, combien de personnes vont prendre le RER, le métro, le train ces prochaines années. Non, non, ça va pouvoir, si ça fonctionne, ça va pouvoir améliorer. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on garde des outils français aussi, pour garder notre souveraineté, effectivement, parce que là, on est en train de se faire dévorer par ChatGPT, etc. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, quelles réponses ils vont nous fournir. Est-ce que ça va pas être d'une certaine couleur politique comme on a pu le voir avec TikTok, qui est quand même apparemment assez pro-chinois. Donc on a beaucoup de... Bon, il y a des vrais sujets, donc il faut qu'on garde notre indépendance. Mais non, je pense que c'est une opportunité. Et de toute façon, j'ai envie de dire, enfin, là, on n'a plus le choix, là, en fait. C'est ce que je disais avant. C'est que il y a un moment, c'est comme le Titanic, quand il coule, il coule. On va pas mettre du plâtre. On y est. Donc il faut arrêter de se battre contre, mais il faut le faire, faut y aller intelligemment. Le train est parti, c'est le cas de le Non, dire. mais là, le train, il est parti, là. Donc soit on monte dans le train, ou soit on reste à quai. Et l'objectif, c'est de monter. Ah, ça, c'est chacun de décider. Il y en a qui veulent pas monter. Mais en tout cas, ça, mais c'est parti, on peut pas revenir en arrière. Mais c'est intéressant et justement, on arrive bientôt à la conclusion du podcast. Quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur, un porteur de projet, in fine un citoyen, qui veut justement avoir un impact positif, qui veut transformer la ville, le monde un peu, pour être un peu utopiste? Dans quel business? En général, un conseil qui vous a peut-être potentiellement marqué, ou plusieurs, c'est potentiellement... Bah, il faut faire, moi, ce que je disais, il faut faire un produit ou un service qui réponde à un vrai besoin et qui ait une portée, une vision supérieure à sa propre petite personne, quoi. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de s'enrichir soi de manière autocentrée. On n'emmènera pas son argent au cimetière. Mais je trouve que c'est une question de maturité. Il y a un moment, il faut avoir une mission. Bah, c'est mon point de vue, mais il faut avoir une mission plus grande que soi. Ça, c'est intéressant. Et ça demande de la maturité, ça demande de l'expérience. Plutôt de l'expérience. Aussi. De l'éducation, mais de l'expérience. Je pense que c'est l'expérience de vie qui fait nous engager en politique, qui fait nous engager dans une mission, peu importe laquelle. Mais je pense qu'on a besoin de gens qui ont une vision supérieure à leur propre petite personne. Et c'est pour ça que je me suis quand même assez désintéressé des startups, parce que je vois beaucoup de jeunes arrogants, pas tous bien évidemment, mais beaucoup de jeunes arrogants avec un ego démesuré et qui pensent qu'à leur rentabilité et qui n'ont pas de vision d'aider vraiment les gens. Humainement, c'est très pauvre en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je m'en suis désintéressé et que je m'intéresse plutôt à écrire des livres. On fait passer des idées dans les livres. Donc ça a une portée politique finalement un livre. Donc moi, ma conviction, c'est qu'il faut quand un jeune entreprend, il faut avoir des vraies convictions, des vraies idées, et pas uniquement penser à son argent, parce que ça, c'est pas intéressant au fond. Ça, c'est super intéressant. Et justement, vous, Béranger, votre vision, quel conseil vous donneriez pour un jeune qui a envie de se lancer potentiellement, que ce soit en politique ou qui a envie d'avoir un impact positif? De garder sa boussole et que sa boussole, ce soit l'intérêt commun. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ça a été dit, l'individualisme aujourd'hui, je pense que c'est ce qui pourrit, entre guillemets, notre société, où on pense plus collectif, on pense plus bien commun, on pense plus voilà, le vivre ensemble. Et je pense que quand on se lance en politique, après il y en a, voilà, sans aucun doute qui y sont lancés parce qu'ils avaient des intérêts personnels ou parce que ils s'estimaient au-dessus d'eux ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ceux qui n'en font pas un plan de carrière et qui n'ont pas, voilà, dès tout petit dit, demain je serai président de la République, bah, de se dire voilà, si j'y vais, quelles sera, les idées que je vais porter et que j'assumerai de porter. Parce que, si c'est pour, changer de chemise, comme on change d'idée, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas ça, d'une part, la politique et c'est pas ça être, à l'intérêt, dans l'intérêt commun, finalement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important, d'être droit, d'être honnête aussi avec soi-même. Des fois, enfin, moi, quand j'entends des fois des députés, dire, «Ouais, mais je peux pas dire que je sais pas» ou je réponds: «Mais je sais pas trop», en fait, bah, en fait, tu es comme monsieur et madame tout le monde, tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas avoir la réponse.
juste tu dis: «Bah, je vais m'enseigner en fait». Enfin, je veux dire, cette image de, d'une certaine élite en effet, qui réussit tout, qui n'a jamais de problème, qui sait tout sur tout. Il ne commet jamais d'erreur. Enfin voilà, Et ça, c'est très français, ça. C'est une vision archaïque. C'est une vision très française. oh, Moi, je le vois à mon niveau d'entrepreneur. C'est très dans les. On prend les entrepreneurs, les startups. Quand on va creuser, c'est des gens aisés et bourgeois. J'ai rien contre. Mais moi, je vois très peu de gens qui partent de rien. Très peu de gens. Quand on prend le classement des 500 plus riches de France, en France, on a 70% qui sont des héritiers sur les grandes fortunes. Aux États-Unis, c'est 30%. En France, c'est 70%. Donc en fait, on voit que ça se renouvelle pas en fait. Donc il y a une espèce de reproduction sociale qui est très marquée partout en France, mais à Paris notamment. Et c'est un vrai sujet. Mais je pense qu'effectivement, on aurait pu avoir des idées différentes, puisque je suis un entrepreneur. On aurait pu croire que je suis un libéral complètement américain pro-Trump, alors que moi je suis plutôt apolitique. Mais je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision sociale et qui veut aider les gens. Il y a une volonté d'impact. Moi, c'est ma vision d'un bon entrepreneur. Donc, on a peut-être une vision assez biaisée aussi en France de l'entrepreneur. On le voit comme quelqu'un de tyrannique, etc. Ce qui est parfois le cas à juste titre, et ce qui pollue un peu tout le truc. Mais je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est social. En tout cas, moi, c'est ma conviction, même si je suis un entrepreneur, j'ai envie d'aider les gens, quoi. Et je le fais. Je le fais à travers mes livres, je le fais à travers des mentorats quand j'aide des jeunes, j'ai envie de créer une fondation, j'ai une vraie vision sociale, alors que je suis entrepreneur. Et je pense qu'en plus, c'est ce qui permet de donner du sens à ce qu'on fait. À sa vie aussi. On veut du sens. Enfin, moi, je vois en tant que fonctionnaire, enfin en tout cas assimilé fonctionnaire, je donnais du sens vraiment à ce que je faisais. Parce que j'étais au service des gens, parce que j'étais avec eux et voilà. Et je me verrais pas aujourd'hui ne pas refaire finalement la même chose en politique. Alors, les gens ils me disent: «Ah putain, c'est bien, il y a une proximité, enfin tu as une proximité avec les gens, qui fait que voilà, ils t'aiment bien quoi». Heu, mais je dis: «Ouais, mais en fait, enfin enfin ça me paraît normal en fait. C'est pas parce que je suis, je ne sais quoi que je dois être au-dessus et que finalement, voilà, je suis comme monsieur, madame tout le monde et que ce soit, en tête d'un train ou à l'Assemblée nationale». Et forcément, du coup, derrière les gens, bah, tu as des discussions qui se font, tu as des échanges. Des fois, on se prend la gueule aussi, parce que ça fait partie aussi du débat et c'est important. Mais en tout cas, voilà, ça crée du lien et de donner du sens à ce qu'on fait, que ce soit dans son métier ou dans sa vie, c'est essentiel. C'est super important, bah oui. Et alors, si on se place un peu en rêveur, on s'imagine en 2050. Comment, ou en 2100, peu importe, mais bon, on va prendre 2050, c'est relativement 2100, proche. Et comment vous visualisez, vous, les villes en 2050, Alexandre? Les villes, Comment toutes les villes. Alors, toutes les villes, peut-être pas, mais bon, on peut se dire à minima en France. Oh. Je suis un peu inquiet là quand même. Hein. Moi, je dis ce que je pense, mais je suis un peu inquiet quand même par la tournure des choses. Honnêtement, j'ai pas de boule de cristal pour savoir comment ça se passera en 2050, mais en tout cas, il faut qu'on se réveille et qu'on se parle, quoi. Qu'on arrête de se mépriser, que les gens du privé arrêtent de mépriser les fonctionnaires, ça c'est une réalité, que les fonctionnaires comprennent aussi les gens du privé. Je pense qu'il faut, c'est un peu l'analogie du RER, quoi, des gens qui se parlent pas, quoi. Je pense qu'il faut que les gens se reparlent, et c'est une richesse de mixer les milieux sociaux. Donc je pense que ça va être le grand écart entre passer de la tête d'un train à l'Assemblée nationale, c'est le grand écart à tous les niveaux. Mais c'est intéressant, parce que ça permet d'avoir une vision 360 de la société. Et je pense que il faut d'urgence qu'on fasse ça. Donc si on fait ça, je pense que l'État doit montrer l'exemple à travers ces mesures. Bah, ça se passera bien. En revanche, si on continue à opposer les gens, des Ligues des Champions, il y en aura toutes les semaines en fait. Il faut recréer du lien social entre les gens et que les gens il faut enrayer en fait cette espèce d'opposition à la fois religieuse, à la fois en termes de couleurs politiques, de milieux sociaux, enfin je veux dire, c'est pas possible ça. Et vous, Béranger, comment vous visualisez la ville en 2050? Moi, je suis un grand rêveur. Je suis un grand rêveur, des fois un peu doux rêveur aussi, mais c'est pas grave, je le vis très bien.
Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à un monde où les gens vont se retrouver. Il y aura sans doute un moment où ce sera plus difficile et il faudra sans doute, malheureusement, je pense, passer par des étapes douloureuses. Mais je suis persuadé qu'on retrouvera voilà, ce qu'a fait ce qu'est aujourd'hui l'homme, c'est-à-dire des gens qui se parlent, qui se côtoient, qui s'aiment, parfois se détestent aussi. Ça fait partie de l'être humain, ça. Mais je suis persuadé qu'on s'y retrouvera. Moi, je vais juste donner un exemple, c'est le moment où il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Personne ne l'a vu venir et jamais il y avait eu une telle cohésion finalement de gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais manifesté, qui n'étaient pas politisés et finalement ils se sont retrouvés. Et ben, je suis persuadé qu'en 2050, voilà, on se sera retrouvés. On se sera retrouvés, on aura pris conscience des de la planète sur laquelle on vit aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à la considérer un peu comme un objet bien exploitable et sans sans limite. Sauf qu'il y en a une de limite et on le sait pertinemment. Et voilà, moi je suis persuadé qu'il y aura cette prise de conscience par les jeunes générations. Moi, quand je vois les jeunes là qui arrivent là, qui ont même pas 20 ans, qui te parlent d'écologie, qui te parlent de voilà de liens, qui ouais moi j'en ai 37, des fois je me dis: «Putain quel vieux con quoi», alors que, il y a pas il y a pas grand, entre eux et moi et donc ouais, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire qu'ils vont penser collectif. Mais vraiment qu'ils vont penser collectif. Que ce soit sur la question des mobilités, évidemment, mais que ce soit sur, en fait, tout un tas de sujets de la société. Après, je pense qu'il y aura quand même la voiture individuelle, mais peut-être qu'au lieu d'en avoir 2, 3 ou 4, ben, on en aura une et qu'elle nous servira de manière très sporadique, quand vraiment on n'aura pas d'autre choix. Non, ça c'est super intéressant. Et alors, pour clôturer, je vous l'avais annoncé en début d'épisode, en off, pour clôturer, à chaque fois on demande aux invités une citation qui les inspire, soit une citation de quelqu'un de connu, ou des parents, ou une citation personnelle qui vous inspire, que ce soit dans la vie de tous les jours et que vous souhaitez partager. Alexandre? Moi, j'avais pas révisé cette question. Mais j'aimais bien une époque, je suis en train de sortir un peu de ce schéma, c'était à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que j'aime bien quand c'est. Moi, j'aime bien quand c'est compliqué, qu'il y a un travail de fond difficile, et pour moi, la victoire est meilleure. Ok. Donc il faut que ce soit dans un bon dessin, une bonne mission. Mais je trouve que c'est ça que j'aime dans la politique aussi, c'est que c'est difficile. Mais, Convaincre. mais on est content de la solution si on arrive à faire quelque chose de grand. Donc à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, ça va bien avec mon tempérament Personne de engagée. hargneux, acharné. Ouais. C'est ma personnalité, c'est ce que j'ai fait dans le business. Donc voilà. Donc c'est noté. Super. Et vous, Béranger, même question. Moi, c'était une citation du Che Guevara que j'ai mise sur ma carte de vœux l'année dernière, du coup. J'étais dans une circonscription qui était marquée à droite depuis Belle lurette. 27 ans, avec que des mairies à droite. Et je me suis dit, bon, si j'ai été élu, c'est pas pour faire comme eux. Et sûrement pas pour reproduire ce qu'on fait. Donc, quitte à y aller, autant y aller. Et je trouvais que cette citation, c'était mon engagement, c'était le symbole de mon engagement. Donc, c'était de dire soyez toujours capable de ressentir au plus profond de vous-même n'importe quelle injustice, où que ce soit dans le monde. Et c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Et souvent, l'image d'un révolutionnaire, c'est un peu le mec sanguinaire hein, qui va tuer tout le monde. Et en fait, faire la révolution, on n'est pas obligé de tuer tout le monde, en fait. Faire la révolution, c'est changer, faire changer les choses. Et c'est ce que je fais, en tout cas, ce que j'essaye de faire à travers mon engagement politique, de montrer aussi que c'est pas parce qu'on a fait des grandes études, moi j'ai qu'un niveau bac, qu'on peut montrer que finalement tout le monde peut être député à partir du moment où on s'en donne les moyens et surtout à partir du moment où on a des convictions. Donc voilà, c'était un mélange de tout ça. Est-ce qu'il va y avoir une révolution dans la rue? Ah, c'est ça le vrai sujet. Moi, je suis convaincu qu'il y en aura une. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se taper. On attend de se taper la tête contre le mur pour Ouais. se réveiller. Moi, c'est ma vision. Mais moi, je suis persuadé qu'il y en aura une. Elle sera extrêmement violente parce que c'est un peu comme les volcans. Hein. Plus le temps passe, plus le temps ça se réveille. En principe, ça fait des dégâts. On sent qu'il y a un bouillonnement. Voilà ce qui s'est passé Il y a avec un le mouvement bouillonnement. des Gilets jaunes. Typiquement,
c'est les quasiment une prémices, ouais. révolution. Enfin, je veux dire, s'il y a pas d'intervention immédiate, très forte, de répression, etc. Voilà, il y avait le gouvernement qui tombait, il y avait le président de la République qui tombait, il y avait un autre monde. Je suis persuadé qu'elle viendra. Et pour moi, il y a deux possibilités là aussi. C'est soit elle passe par les urnes, mais dans ce cas-là, il faut aller voter. Soit elle passera par la rue. Bon, c'est Après, on fait table rase. On part sur quelque chose. Non, je vois un peu les choses comme ça aussi. Bon, bah écoutez, messieurs, sur ces belles paroles, moi personnellement j'ai adoré ce moment, c'était super intéressant. Ah bah, merci beaucoup. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation et on vous retrouve pour le prochain épisode de Prospective Urbaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le prochain épisode de Prospective Urbaine.